Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. La France est en première ligne face à l'agression russe. Le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Insulte de bas étage envers la Russie et son peuple. C'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Prédateur, c'est un mot qui déplaît fortement à Moscou. Sachez-le. Bonjour professeur Raoult. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Elle dépasse les limites non seulement du raisonnable, mais aussi de la décence. Il a besoin de continuer de manger. Au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, on ne fait pas partie du même écosystème. Et donc je pense que la Russie... Détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Je ne veux même pas plaisanter à ce sujet. C'est pas le sujet, quoi. Donc on essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Mais j'en ai rien à péter. Nous sommes en guerre. Eh oui. Depuis quand, vous vous rappelez, depuis quand le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé le « Nous sommes en guerre ». Et oui, c'était dans 2021, c'était le Covid. Et puis, ça préparait des grandes choses. Et bien, nous sommes toujours en guerre. Mais la guerre, elle n'est pas seulement sur le front du virus, elle n'est plus tellement sur le front du virus, mais au Moyen-Orient, dans les Balkans, du côté de l'Ukraine, ailleurs. Eh bien, ça continue, et apparemment, ça continue encore. On va en parler. On va en parler parce que, justement, tout semble qu'on se prépare. Alors que l'Amérique et les USA sont en train de se retirer d'une certaine manière, eh bien, l'Europe, au contraire, on entend des appels aux armes, aux mobilisations générales, pas encore, mais on n'est pas loin. On va en parler avec le colonel Père de Jong, parce que l'OTAN, est-ce que les chars russes seront à Place de la Concorde d'ici 6 mois? Ce n'est pas le cas, on l'espère quand même, mais vraiment les bruits de bottes se font entendre plus ou moins. Ensuite, nous parlerons lors de ce 10 septembre. 10 septembre, il paraît que c'est un mouvement énorme qui va saisir la France. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est l'auberge espagnole des fantasmes? C'est quelque chose qui est utopique ou pas? On va prendre le temps d'en parler, on va vous raconter comment ça s'est passé. Et puis évidemment, nous retrouvons Sandrine Rousseau. Que ferions-nous sans Sandrine Rousseau? Et les paroles immortelles de Sandrine Rousseau, auprès desquelles Pascal n'est qu'un petit philosophe de poche. Il faut le dire. Et enfin, en seconde partie d'émission, on recevra le professeur Didier Raoult, qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé aussi. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et vous allez voir, c'est presque un scandale d'État, si ce n'est pas un scandale d'État. La liberté d'action des médecins, la liberté d'action et la marge de manœuvre qu'ils avaient pendant le Covid. Et puis les rapports des 10 médecins ou experts avec les laboratoires pharmaceutiques. En Amérique, c'est devenu un scandale absolument national. Le président Trump s'en est occupé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Voilà, c'est parti. Berkov dans tous ses états. Attachez vos ceintures. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le fait du jour, eh bien, c'est évidemment, comme toujours, Emmanuel Macron qui nous le donne. Communiqué. Je viens de m'entretenir avec le secrétaire général de l'OTAN pour préparer la réunion de la coalition des volontaires qui se tiendra ce jeudi à Paris, c'est-à-dire, j'ajoute, après-demain. Nous avancerons avec nos partenaires en lien avec l'OTAN pour définir des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Celles-ci sont un préalable nécessaire pour avancer de manière crédible vers la paix. Nous ferons aussi le point sur l'attitude de la Russie qui persiste dans sa guerre d'agression et refuse la paix. Unité et détermination dans notre soutien à l'Ukraine et volonté de paix inébranlable, c'est le communiqué d'Emmanuel Macron. Mais en même temps, et il adore ça, Emmanuel Macron, en même temps, eh bien, Maud, en juillet, eh bien, il y a eu une étrange directive du ministère de la Santé aux agences régionales de santé. Ouais, le ministère de la Santé a adressé le 18 juillet des directives aux agences régionales de santé, les ARS, dans le cadre d'un mandat émanant du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, pour anticiper un éventuel engagement majeur de la France d'ici mars 2026. Les ARS sont invités à préparer des centres médicaux de transit pour orienter les blessés provenant d'un conflit armé vers les hôpitaux civils ou assurer leur rapatriement. Les chiffres impliqués sont massifs. Anticipation d'un afflux de 10 000 à 50 000 soldats blessés sur une période de 10 à 180 jours, avec des pointes à 250 patients par jour sur 3 jours consécutifs. Alors attendez, Père de Jong, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien colonel, je rappelle, des troupes de la marine. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis. Dites-moi, c'est la guerre? On en voit déjà, ça c'est tout à fait officiel. Alors, moi je pensais vraiment quand j'ai vu ça que c'était une fake news ou quelque chose comme ça, pas du tout. Directive aux agences régionales de santé, on prépare les hôpitaux, etc.
De quoi s'agit-il? D'abord, c'est une prise de conscience. L'Europe et la France particulièrement prend conscience en fait de sa propre faiblesse. Et c'est lié à quoi? C'est lié au fait au décrochage américain qui aujourd'hui nous a dit très clairement que la guerre en Europe, la guerre ukrainienne ne le concernait pas vraiment. D'ailleurs, on retrouve la même mécanique qu'il y avait... Ne le concerne plus, quoi. Oui, puis rappelons-nous la Première Guerre mondiale, les Américains sont rentrés qu'en 1917, la Deuxième Guerre mondiale en 1941. Donc on voit bien qu'ils n'ont jamais participé d'emblée à un conflit avec nous. Donc on est dans cette situation-là. Donc c'est une prise de conscience, et cette prise de conscience fait que c'est un petit peu l'appel au peuple. On est en train un peu de faire le bilan de la planification, le bilan de ce qu'on a, etc. Donc l'affaire médicale, c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce que la réforme des armée 2000 qui a été lancée en 2000, en fait, a été une destruction, comment dire, du modèle médical militaire. Aujourd'hui, il est rudimentaire, il est microscopique. On a fermé des hôpitaux. C'est une véritable destruction du modèle médical militaire. Oui, parce qu'en fait, on a considéré qu'il n'y aurait plus vraiment de guerre et que les hôpitaux civils pourraient gérer la situation. Regardez, on a fermé le Val-de-Grâce, par exemple, en plein centre de Paris. Il y a toute une série d'hôpitaux qui ont été fermés. Les centres de formation militaires, comment dire, pour les services de santé ont été fermés. Soit Sud Bordeaux était fermé. Donc Lyon reste toujours d'actualité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de diminution, une attrition globale, si vous voulez, du système médical militaire. Et ça, cette prise de conscience, le SGDN qui lui gère, qui est en fait une émanation du Premier ministre qui va gérer ces questions, en fait, fait un petit peu un point de situation. C'est un petit peu, tous les ans, on va faire l'inventaire, et là, ils vont faire l'inventaire des possibilités, des lits, etc. Ça ne reste que de la planification. Ne rentrons pas trop vite dans le sujet, parce que je pense que s'il y avait un conflit demain matin avec la Russie, c'est pas 250 blessés par jour, mais on en aurait beaucoup plus, bien évidemment. Mais alors justement, parlons de cela. Depuis déjà quelques mois, on assiste quand même à en tout cas, peut-être pas sur le terrain, mais en tout cas sur le plan médiatique, salivaire et politique, à une espèce de montée de tension. On dit attention. D'ailleurs, hier nous avons diffusé ici même dans l'émission le sonore le propos d'Emmanuel Macron qui disait oui d'accord, Poutine prédateur, Poutine ogre. Certes, il va pas envahir la France demain, mais attention, il faut faire attention. De quoi ce charivari est-il le sens? En fait, le problème, c'est qu'on a pris conscience, une fois de plus, de la force ou de la montée en puissance des autres, entre guillemets, de trois grandes puissances, la Chine, les États-Unis, évidemment la Russie. On a pensé longtemps que la Russie craquerait dès lors que Trump ajouterait un petit peu le grelot des menaces, et ça fonctionnerait. En fait, ça fonctionne pas. On voit très bien que malgré les propositions très avantageuses de Trump, on voit bien que Poutine, c'est pas son sujet. Trump, rappelons-nous ça en janvier, il a proposé de garder les 4 Oblats, de garder la Crimée et d'interdire en fait à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN et accessoirement de la neutraliser. Même ça, il a refusé. Ce qui veut dire qu'en fait, naturellement, on s'est dit, très concrètement, quelle est l'ambition de Poutine? Il va aller plus loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la géographie commande, comme toujours, depuis Napoléon l'a dit, le redisait. C'est qu'on voit bien que Trump, lui, qu'est-ce qu'il gère? Lui, il gère. Le premier discours qu'il a fait, c'est quoi? C'est un discours régional. Il parle du Groenland, du Canada, il gère ses États-Unis, son pays, quoi. Pourquoi est-ce qu'il regarde les intérêts de son pays? Et au nord, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Groenland. Et, du côté ouest, il va voir l'Alaska. L'autre côté, il va voir il va voir le Canada, les États-Unis et puis le Groenland. Oui. Et en face, il y a la Russie. Que fait Poutine? Poutine, il regarde la même carte. C'est pas le même endroit. Il regarde la mer Baltique. Et la mer Baltique, qu'est-ce qu'il voit? Une mer Baltique qui est totalement otanienne. Et qu'est-ce qu'il voit? La Kaliningrad, qui est en fait son enclave. Il a un accès extrêmement compliqué. Le couloir de Suwalki qui va entre la Biélorussie et la Kaliningrad est inaccessible. Donc très concrètement, il faut qu'il passe par la mer. La mer est devenue otanienne. Et la mer, il faut qu'il parte de Saint-Pétersbourg. Donc le problème, il a une vision géographique. Et lorsqu'il regarde la mer Baltique, que voit Poutine? Il voit la même chose que Trump, mais de l'autre côté, il voit l'OTAN. Il voit l'OTAN, un océan, il voit un microbe Kaliningrad, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 pays baltes qui sont enchâssés au sein de la Biélorussie. On peut être tenté, alors encore une fois, je suis un géostratège, entre guillemets, on peut être tenté en disant rétablissons la conformité géographique de cette zone, et c'est ce qu'a fait Staline, il est possible de conquérir quelque part cette rive. Vous pensez vraiment que Trump, il n'a pas des velléités quand même d'aller envahir l'Europe de l'Ouest quand même, faut pas exagérer. Poutine? Oui, Poutine. Non, mais il en a pas d'abord, il n'en a pas les moyens. Ben oui. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien je vais être un peu trivial, il rame quand même en
Ukraine. Les Ukrainiens se battent comme des monstres. Donc en fait, ils tiennent le choc. Aujourd'hui, la Russie avance péniblement, malgré sa supériorité en hommes, en matériel, en tout, etc. Donc en fait, les Ukrainiens ne peuvent pas gagner la guerre, c'est impensable. Mais les Russes sont pas non plus totalement formidables. Oui, mais alors justement, Père de Jong, le problème, c'est qu'on l'a vu, vous avez parlé de Trump, vous avez parlé il se replie non pas sur sa géographie otanienne et sur sa géographie, effectivement, Groenland et compagnie, mais il a eu cette chose formidable. Il a dit, voilà, nous, écoutez, on ne donne plus à l'Ukraine, on en a déjà donné, on a donné largement, mais on est prêt à vous vendre des armes, dit-il, à l'Union européenne, et vous les fournissez à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, ce deal qui a été fait et que les Européens ont accepté, c'est qu'ils vont payer encore plus cher que d'habitude les armes américaines, ils vont les payer eux, et ils vont le donner à l'Ukraine. Et alors ça peut continuer comme ça pendant longtemps, avec les morts qu'on voit, avec tout ça? Je dirais tant qu'on voudra. D'ailleurs, la somme a été indiquée, c'est 100 milliards. Donc il a demandé à l'Europe d'investir 100 milliards de dollars dans de l'armement américain, et que cet armement pourrait être distribué. Donc il se désintéresse du sujet, c'est double jackpot. Le jackpot de l'aide et le jackpot de la vente d'armes. Ça, donc pour lui, c'est tout bénéfice. Il a tout gagné. Non seulement ça, mais il reste en base arrière, ce qui veut dire qu'il y a le gros gourdin qui dit le premier qui m'achète pas d'armes, il sort de l'OTAN, il viendrait pas l'aider s'il a un problème avec les Russes. Donc en fait, il fait monter en puissance la menace russe, et donc ce qui nous déstabilise. D'autant que les Russes, c'est pas des demi-portions. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une matrice qui est pas la même que la nôtre. Nous, on pense qu'ils raisonnent comme nous, ils font la guerre en Ukraine. À l'ancienne, c'est Napoléon. Pas du tout. Les Russes, il y a une triple matrice russe. La première matrice, c'est la force qu'ils ont eue de créer une relation avec Pékin. La relation Pékin-Moscou, elle est totalement, elle est d'une solidité incroyable. Très forte. Et on le voit actuellement avec la réunion de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, et où on verra le grand discours après-demain à Pékin. On verra l'armement chinois apparaître sur la scène. Première matrice. Deuxième matrice, le monde euro-asiatique, qui a été constitué par qui? Par Poutine et par Xi Jinping. Au travers de quoi? L'OCS, créé en 2001. L'OCS, c'est quoi? L'OCS, c'est l'OTAN. En fait, c'est le pacte de Varsovie bis. C'est ça. On a enlevé le pacte de Varsovie, mais il y a le nouveau pacte. Mais il est euro-asiatique. Donc en fait, et parce que le troisième point, ce pacte est dirigé contre nous. Donc c'est le pacte des BRICS, c'est le Sud global, et qui se reconnaît pas dans nos valeurs. Et aujourd'hui, qui est isolé? C'est l'Occident qui est isolé. Les 32 pays de l'OTAN. L'Occident, l'Europe. L'Occident, c'est les 32 pays de l'OTAN, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. Voilà. Donc il y a un monde occidental qui prône des valeurs qui sont les nôtres. On peut être d'accord ou pas d'accord. Oui, mais enfin, elles sont pas négligeables non plus. Mais alors vous dites isolé, est-ce que c'est encore plus assiégé, presque, on pourrait dire? On n'est pas encore là, tant que les Américains ne nous ont pas lâchés à 100%. Donc on a encore une base arrière. Mais le problème, c'est qu'il y a l'Atlantique. Et Trump, les messages qu'on voit à Trump ne sont pas des messages rassurants. Et ceci explique pourquoi les Européens, bon an, mal an, je dirais, vaille que vaille, trouvent des solutions. D'où les messages un petit peu alarmistes qui sont envoyés par l'ensemble des chefs d'État européens en disant il faut faire quelque chose. Sinon, demain, on va exploser en plein vol. D'autant qu'on voit bien qu'en situation intérieure, on est endetté, on a socialement, on a comme des tensions absolument incroyables dans nos différents pays européens, donc on est faible intérieurement. Donc on voit bien que nos chefs d'État ont bien évidemment ont pris conscience de tout ça. Et les militaires planifient aujourd'hui quelque chose qui pourrait ressembler à une alliance un peu plus costaud et qui s'appelle aujourd'hui la coalition des volontaires. Oui, mais enfin, Père de Jong, la coalition des volontaires, vous le savez beaucoup mieux que moi. Face à la Russie, on tient combien de temps, franchement? Et je ne dis pas ça pour être en des temps pacifistes, mais l'Europe, je parle de l'Europe seule, je ne parle pas de l'Europe avec l'Amérique. On tient combien de temps face à la Russie? Là où il y a l'armée française, elle tiendra. Après les autres, je ne sais pas. Vous avez comme des armées qui sont quand même... Elle tiendra même l'armée française, elle peut, honnêtement. Non, le rapport des forces n'est pas le même. Vous connaissez les chiffres. Vous savez qu'on tient un front de 30 ou 40 km pendant quelques jours. On n'a pas de réserve en stock. Vous savez comment on a de blindés? On a 200 Leclerc. Il faut savoir que les chaînes de montage du Leclerc ont été fermées en 2007. Ce qui veut dire que depuis 2007, on ne fabrique plus de pièces. Donc comment on fait pour avoir les 200 Leclerc qui fonctionnent? Quand on a envoyé des Leclerc en Roumanie pour la mission Aigle, la mission Lynx, il faut savoir qu'on a mis un certain temps, vous savez, pour avoir l'ensemble des Leclerc. Et il n'y en a que 12 ou 15, je crois. Donc encore une fois, très concrètement, on n'est pas prêt. On était sur un modèle de guerre asymétrique. Notre ennemi, c'est un ennemi terroriste. Il escadronnait en mobile. C'était il escadronnait le grand désert. Puis d'un coup, on a un ennemi conventionnel à l'ancienne, qui est dans les tranchées,
où il y a 1 million de morts et de blessés en Russie, vous vous rendez compte, depuis 3 ans et demi. On change de modèle. Et là, pour nous, Européens, c'est un drame. D'autant que nous, on était un peu la cigale. Et encore les Français, je tire pas trop sur l'ambulance, que les Français, avec le nucléaire, notre armée, elle restait, comme les Britanniques, opérationnelle. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une armée qui est prête. On jouait de la guitare, la cigale européenne jouait de la guitare. On avait un gros parapluie américain qui disait, ne vous inquiétez pas, je suis là. On dormait tranquille. Et puis d'un coup, Trump, il dit, halte au feu, terminé, je me replie. La doctrine de Monroe, on dit, mais c'est une blague. Donc on a mis des mois et des mois à le comprendre. Ceci explique pourquoi, d'ailleurs, à quel point Trump a été attaqué pendant sa campagne par les Européens. Et il va nous le faire payer. Parce que j'imagine que c'est très bien qui sont les chefs d'État qui l'ont traité de d'ignare, de nul, etc., etc. Donc on va le payer très cher. Et aujourd'hui, on est rentré dans le cœur du sujet. On a des armées européennes qui sont relativement divisées, qui n'ont pas de cohérence. Il n'y a pas de budget. On est à 2% du budget en France. On doit théoriquement monter à 5%. On a signé les papiers avec pour l'OTAN. Pour l'OTAN. Pour l'OTAN. On est dedans. Mais comment on va faire? Vous savez que avec quel argent? Mais c'est 120 milliards. Aujourd'hui, le budget de la défense, c'est 40 milliards par an ou 45 milliards par an. Il faut monter à 120 milliards. Il manque 70 milliards. On n'arrive pas à trouver 44 milliards. Donc vous voyez bien ce qu'aujourd'hui, on peut parler, on peut dire dans 50 000 ans, on aura une armée. Donc encore une fois, on a un vrai problème de cohérence, de consistance, encore une fois de construction d'un modèle militaire, mais aussi d'un modèle politique. Et oui, parce que Père de Jong, ce que vous dites, c'est que l'Union européenne en tant que telle, en plus ils ne sont pas tous d'accord, hein. Il y a Starmer, un peu Merz et Macron sur la même ligne, mais Meloni, compagnie et tous les autres, pas du tout. Oui, Merz, c'est l'armée allemande, qui a investi beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a un discours mi-figue, mi-raisin. Après, vous avez l'Italie, vous avez tous les pays de l'Est, vous avez les pays nordiques. Encore une fois, il n'y a pas une Europe constituée. Alors c'est vrai qu'on voit bien que von der Leyen, elle a pris les cymbales à la grosse caisse, et puis elle bing, 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 elle tape, elle fait des annonces, 800 milliards. Mais ce n'est pas elle qui déciderait de l'envoi de troupes européennes. Elle n'a pas le pouvoir. Elle ne peut pas, mais on voa que depuis la semaine dernière, il y a un discours qui apparaît, qui est extrêmement étrange, sur le fait que potentiellement, il y aurait un commandement européen. Ouais. J'ai dit, bon, alors, que les Européens commandent le Barnum Circus qui va se mettre en place en Ukraine, pourquoi pas. Le problème, c'est que on peut pas commander collectivement. Ça, c'était un rêve. Il y a une nation pilote. Et on voit bien que la France ou l'Angleterre, c'est les deux seuls pays qui pourraient. Il faut être nation pilote. Mais quand vous êtes nation pilote, quand vous avez la plus grande contribution. Donc, si vous voulez commander le système, qu'il soit en Ukraine, il faut avoir les grandes contributions. Comme les États-Unis l'avaient avec l'OTAN. Mais bien sûr. Et si on met 10 000 hommes, on sera dominant. Si on en met 5 000 ou 3 000, on ne sera pas dominant. Et encore une fois, l'Europe peut être une ossature, peut être un cadre de financement, etc., politique, etc., mais en aucun cas un cadre de commandement. Donc il faudra une nation pilote. Et aujourd'hui, très concrètement, il y a l'armée française et l'armée britannique qui sont capables aujourd'hui de gérer, de commander une opération multinationale, internationale, si vous voulez, dans un pays ou même à côté d'un pays en guerre. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce n'est que de la planification. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans ce que vous avez dit, quand on voit le rapport des forces avec Chine, URSS, peut-être Inde d'un côté, enfin URSS, vous voyez, je fais même le lapsus, moi, Chine, Russie, Inde d'un côté, et puis France, Angleterre de l'autre, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Donc en attendant, en fait, on parle, c'est ça. Mais quelque part. Au moins, on en parle. Au moins, on éveille les consciences. Parce que c'est vrai que le modèle militaire est un modèle qui est toujours un modèle consommateur. C'est un modèle qui ne produit pas théoriquement. C'est un modèle économique. Donc c'est un modèle qui protège. C'est comme une assurance. Donc le fait d'en parler, pour les armées, c'est pas plus mal que ça. Ceci étant dit, on a bien vu qu'avec les problèmes de budget, par exemple, le budget, c'est le 1/12e. On va mettre en place le 1/12e, parce que s'il n'y a pas de budget, on l'a depuis un an. Donc, comment faire pour investir? On doit monter à 5%. Il faudrait au moins gratter à 0,5% l'année prochaine. C'est bien à minima. D'autant qu'on a un autre problème. C'est la compétition intra-européenne. Aujourd'hui, on est plutôt leader. Le nucléaire, notre armée, les moyens qu'on a. On a une marine qui est performante, on a un porte-avions, etc., etc. Le problème, dans 5 ans, j'en suis pas du tout sûr, vous avez 2 pays compétition avec nous. Un, les Allemands, qui annoncent Urbi et Torbi, qui veut de la plus grande armée conventionnelle européenne. Les Polonais, même chose, 1400 chars lourds. On n'en a que 200. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une compétition intramuros pour capter les financements, pour être reconnu comme... c'est le combat du leadership, quelque part. Et malheureusement, nous, les 2 ans qui arrivent ne vont pas être, je dirais, très actifs dans le domaine de la comment dire, de la comparaison par rapport aux autres États européens. Ce n'est pas très optimiste, mais il faut le dire. Et puis c'est pour ça qu'on pourrait quand même aussi, c'est bien d'en parler, mais pas d'en parler peut-être en matamor, mais d'en parler en réaliste. C'est ce que vous faites, Père de Jong. Je vous remercie. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.
le 10 septembre. Qu'est-ce qui va se passer le 10 septembre, Maud ? Justement, elle est la date noire de Beauvau et la date tant attendue de la France insoumise, surtout le 10 septembre et sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. À quoi faut-il s'attendre ? Je vous laisse répondre, André. On va essayer de développer. C'est vrai que c'est tout à fait étonnant parce que on parle du 10 septembre. On se dit mais qu'est-ce que c'est ? Donc effectivement, ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas tel ou tel parti politique, ce ne sont pas tel ou tel mouvement. On dit le 10 septembre, eh bien arrêt total du pays. Oui, mais qui dit ça ? Qui va faire ça, etc. En fait, c'est un mouvement intéressant. Il a émergé spontanément en juillet 2025. En juillet dernier, grâce à un groupe qui s'appelle Les Essentiels. Donc sur les réseaux sociaux, vous voyez à quel point les réseaux sociaux jouent un rôle. On les déteste, on les aime, on s'en méfie, mais c'est ça. En réaction à quoi ? Au budget 2026 présenté par François Bayrou. Il faut voir comment il va s'en tirer le 8 septembre prochain. Donc les annonces, comprenez, alors c'était très très divers et varié. Les annonces. Suppression, vous savez, par rapport à suppression de 2 jours de santé, de jours fériés, des coupes de la santé, le gel des retraites et la suppression de milliers de postes publics pour atteindre, parce qu'il fallait faire, comme vous le savez, 43,8 milliards d'euros d'économies. Il les faut, ces 44 milliards. Mais est-ce qu'on les cherche là où il faut ? En tout cas, ce mouvement du 10 septembre dit, allez, on bloque tout. On fait un arrêt total du pays à partir du 10 septembre, appelle au boycott, à la désobéissance civile, à des piquets de grève, etc. Alors le mouvement se présente comme apolitique et horizontal, refusant l'imposition de figures partisanes ou syndicales, dans la lignée d'un profil proche de quoi ? Eh bien vous le savez, ça rappelle qui quand même toute cette histoire ? Ça rappelle ce qui s'est passé il y a 6 ans. En tout cas, en prévision, avec un certain mouvement qui s'appelait les Gilets jaunes, Maud. Oui, ça ressemble à la façon dont est né le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez, vous, André, par exemple, que ça peut, en revanche, se passer comme la période des Gilets jaunes ? Ça a duré comme 2 ans à peu près. Absolument. Et s'achever un peu façon Gilets jaunes. Alors, tout le problème est là, parce qu'il faut savoir que cet appel à la mobilisation, qui a été effectivement suivi sur TikTok, Facebook, Telegram, encore une fois, on a vu les réseaux, voilà, est-ce que ça va marcher ou pas ? Écoutez, franchement, on va pas jouer les devins, ni le marque de café, ni les voyants. En tout cas, il y avait une vidéo qui avait attiré l'attention, qui date du début de l'été, qui proclame « Le 10 septembre, on arrête tout, pas pour fuir, mais pour dire non ». Alors, ce clip a été visionné par des centaines de milliers d'internautes. Donc, ce groupe, je rappelle, s'appelle Les Essentiels. Alors, qui sont Les Essentiels ? Écoutez, on est allé sur leur site, on retrouve un discours en faveur d'une France souveraine, mais aussi des textes un peu divers, voilà. On invite les Français à s'organiser localement. Dans un message du daté du 14 mai, apparaît le nom d'un certain Julien Marissot. Voilà. Alors, il serait père de famille, entrepreneur et gérant d'un café associatif. Il explique la philosophie du mouvement. Il n'y a pas qu'un problème, dit-il. Aujourd'hui en France, il y en a plein. Les gens souffrent, ils crient. Certains doivent choisir entre se chauffer et manger. Nous voulons mener des actions qui enrayeraient le système, montrer que nous existons. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Nous essayons de recréer les conditions. Alors, paralyser les actions, encore une fois, paralyser le pays vis-à-vis des actions symboliques, blocage, boycott, etc. On l'a dit. Ou des actions plus concrètes comme des grèves, des piquets dans des infrastructures clés, marchés, aéroports, préfectures. Voilà, ils ambitionnent un effet bombe avec des revendications très diverses, mais comme avaient aussi les Gilets jaunes, augmentation du SMIC, convocation d'une assemblée constituante, suppression de la TVA, fin de la guerre à Gaza, défense de l'aide médicale d'État, etc. Alors voilà, alors qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, et ça c'est tout à fait typique de notre époque, on ne sait pas qui, que, quoi, combien et qu'est-ce qui va se passer ou pas à partir du 10 septembre, mais déjà les partis politiques se sont mis en ordre de bataille, en tout cas certains. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, a été la première formation politique à soutenir officiellement le mouvement et appelle même à une grève générale le 10 septembre, suivi par les écologistes via Marine Tondelier, le Parti communiste français, le Parti socialiste qui, après quelques hésitations, a fini par s'associer au mouvement. Le Rassemblement national, lui, préfère rester à l'écart. Il pense que c'est un mouvement déjà dévié et récupéré par la gauche. Les initiateurs, alors, revendiquent une rupture avec la mode traditionnelle de mobilisation. Ils le disent, eux, ils ne veulent ni syndicat, ni parti, juste un rassemblement citoyen pour reprendre le pouvoir.
Alors le vrai problème, c'est intéressant. Est-ce qu'on va voir, en fait, est-ce que c'est l'auberge espagnole du fantasme ou une espèce de bulle de savon entièrement lancée par les réseaux sociaux et qui donnera, allez, pas grand-chose, qui fera pchit, ou au contraire, et vous avez posé la question, Maud, ou au contraire, comme les Gilets jaunes, il y a eu un mouvement quand même qui a pris une ampleur certaine et qui est encore dans toutes les mémoires. Eh bien, écoutez, rendez-vous le 10 septembre. En tout cas, c'est intéressant de voir, parce que ça traduit quelque chose, alors de vrai et de réel, et tout le monde le sait, un espèce de ras-le-bol, de rejet des Français, en tout cas d'une grande partie des Français, devant cet état de liquéfaction actuel. Et voilà, qui vivra, verra. Alors c'est le moment de réagir, chers auditeurs, 0826 300 300, et on a un premier auditeur justement, Cédric, qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Cédric. Bonjour André Berkoff, bonjour à Maud. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors je ne suis pas sûr que ça fasse réellement pchit, mais une chose est certaine, c'est que je devais participer, c'est ce que je disais au votre standard ce matin, mais je ne participerai pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui feront comme moi. LFI derrière nous, je représente pas LFI, je représente un Français, et je ne représente pas ni LFI ni les écologistes. Et rien que par rapport à ça, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que ils sont les salpêtres de la France. Ils sont en train de pourrir notre pays, et ces gens-là, je ne veux pas qu'ils s'associent à un mouvement citoyen. Et de par le fait, ils l'ont fait exprès pour pouvoir dire, voyez, nous quand on fait des choses, eh ben ça fonctionne, et quand c'est le peuple tout seul, ça fonctionne pas. Donc ils se sont dit, on va s'associer à eux, et j'ai beaucoup d'amis à moi qui devaient le faire. Moi, je suis routier, donc on pouvait faire beaucoup de choses ensemble et tout ça. Il y en a plein qui veulent pas le faire. Oui, voilà, mais alors attendez, Cédric, c'est intéressant parce que vous posez une vraie question là. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en disant ça, bon, effectivement, vous savez très bien que la fonction d'un certain nombre de partis politiques, s'ils l'ont tous, c'est de la récupération. Ils passent leur temps à ça, ils l'ont fait depuis des années, voire des décennies, voire plus. Est-ce que justement, est-ce qu'au contraire, vous ne devriez pas, vous, vos amis, enfin, les citoyens qui veulent faire en tant que citoyens et pas être récupérés, vous ne devriez pas, au contraire, entrer encore plus dans ce mouvement et le faire vivre, parce que sinon, effectivement, vous l'avez dit vous-même, vous laissez la place à des gens qui vont dire, oui, vous voyez, ça donne rien, etc. Est-ce qu'au contraire, ça ne devrait pas provoquer une mobilisation de tous ces citoyens, et vous êtes, à mon avis, et on est des millions, à dire, écoutez, nous, on n'a pas envie de se faire récupérer, mais quand même, ça va plus du tout dans ce pays, et le montrer, comme l'ont montré à un moment donné les Gilets jaunes, même si ça n'a pas abouti. Cédric. Oui, alors sur le fond, c'est véridique. Si tout le monde réagit comme moi, effectivement, il y aura personne dans la rue. Moi, je suis attristé quand j'ai entendu que LFI s'était associé. Ça a été fait exprès, d'ailleurs, et je trouve ça malsain de leur part. Mais bon, on peut pas changer une équipe qui perd. Les LFI resteront tels qu'ils sont toute leur vie. Quand on est idiot, on l'est jusqu'à la fin de ses jours. Mais moi, dans mon fond intérieur, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé parce que je ne veux pas être représenté ou qu'on puisse m'associer à un LFI. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne serai jamais comme ça. Oui, effectivement, il faut que j'aille dans la rue. Oui, parce qu'il n'y a rien qui va. Oui, parce qu'en fait, on est saigné à blanc et on va nous saigner encore. Ça, je suis complètement d'accord. Mouvement citoyen, sans aucun souci, j'y vais. Mais je ne veux surtout pas qu'on m'identifie à un parti politique antisémite et fouteur de merde dans notre pays, tel que LFI, et qui s'associe d'ailleurs maintenant avec les écologistes par la même occasion. Je suis outré. Oui, mais c'est votre opinion, et tout à fait, vous y avez évidemment droit. Mais non, c'est vrai que non, moi, la question qui se pose, et vous la posez en fait en filigrane, c'est que justement, et moi ça m'a aussi frappé ça, que le 10 septembre, ce mouvement, il faudrait quand même qu'il y ait, je dis même pas un chef ou un leader, mais un porte-parole, parce que justement, il devrait répondre à la question de Cédric et de tous les autres, en disant, écoutez, nous, de façon extrêmement claire, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être dû déjà refuser tel ou tel appui, en disant, nous, on ne veut pas de cet appui, on est nous-mêmes. Alors, je ne sais pas, ils l'ont peut-être fait, on l'a peut-être pas entendu ni enregistré, mais il y a un problème là, effectivement. Est-ce que ce n'est pas la nature, et d'ailleurs ça pose de vrais problèmes en France aujourd'hui? Quelle opposition? Qui est vraiment l'opposition dans le pays? Oui, tout à fait. Là, moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse arriver à la fin du mois avec un salaire
complet, ne pas être dans le rouge. J'en veux à Monsieur Bayrou par rapport à ce qu'il a fait d'ailleurs, parce que s'il veut des conseils, on peut lui en donner. Arrêtez de servir des cabinets conseils, parce que si notre État se sert des cabinets conseils, ça veut dire qu'en fait nos ministres ce sont des pipes, ils servent à rien. Arrêtez que Monsieur Macron, notre fossoyeur de notre pays, vous y allez fort, vous y allez fort. Gouvernementale attire l'arigot. Vous imaginez qu'on a fait une agence gouvernementale pour compter les agences gouvernementales quand même. Mais on va où ? Après, on peut encore faire des économies. On retire les 60% d'administratifs qu'il y a dans tous les hôpitaux. Il y a 40% de soignants, 60% d'administratifs. Notamment les autorités régionales de santé, les ARS. Bien sûr. Et tous les privilèges. Alors là, si on retire tous les privilèges, baisser les salaires, les gens ils peuvent faire leurs courses comme ils veulent, les chauffeurs, le carburant. Moi, mon carburant, je le paye. Et je suis parti en Bretagne, j'ai fait un aller-retour. Ça m'a coûté 200 balles. Donc voilà. Alors, se battre pour ça, je suis complètement d'accord. Il faut qu'on arrive à faire ça. Mais pour se battre pour ça, Cédric... Dans ce que vous disiez, Monsieur Bercoff, vous aviez complètement dans ce que vous disiez. C'est vrai qu'on a besoin d'un porte-parole et surtout qui lance une bannière. Nous ne voulons pas et nous ne sommes pas ni LFI et nous ne voulons pas qu'ils nous représentent ou qu'ils s'associent à nous. C'est interdit, ils n'ont pas le droit. Restez où vous êtes, quand vous êtes au chaud là-bas à l'Assemblée nationale, quand vous y êtes, parce que vous y êtes pas souvent. Mais voilà, nous on va aller dans la rue, et si on va dans la rue, ça sera pas avec vous. On n'a pas besoin de vous. En tout cas, c'était très clair ce que vous avez dit, Cédric. Merci, et puis on va suivre tout ça, et écoutez, rendez-vous au 10 septembre, et on verra ce qui se passera. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Eh bien... Nous allons assister à quelqu'un que nous retrouvons, cher Maud. Eh oui, ils sont sans doute ceux qui ont fait le plus parler d'eux ces dernières années avec leurs actions coup de poing. Les agriculteurs sont eux aussi attendus le 10 septembre. Et si la majorité des Français s'étaient prise de leurs revendications pendant des mois, le 11 juillet dernier, une personne s'en est un petit peu désolidarisée. Je vous laisse deviner qui. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité, en fait. C'est de l'argent sale. Eh ben, qu'est-ce qu'on y va ? Vous avez reconnu, bien sûr. Elle nous a manqué. Vous savez, elle m'a manqué, je peux vous dire, pendant ces vacances. Pendant 2 mois, n'est-ce pas, l'émission n'était pas là. On avait tous pris des vacances. À Sud Radio, on en avait besoin. Mais Sud Radio a continué, très bien continué. Mais le problème, c'est qu'elle nous a manqué, Sandrine Rousseau. Eh oui, c'est elle, Sandrine Rousseau. La merveilleuse Sandrine Rousseau. La rentabilité des cruches, j'en ai rien à péter. C'est de l'argent sale. Vous imaginez un peu les agriculteurs quand ils entendent ça. Non, mais je veux dire, c'est formidable. Oui, parce que eux utilisent un certain nombre de produits qui sont utilisés un peu partout, sauf en France, sauf dans l'Union européenne, parce qu'il y a les circulaires. Ah oui, en Espagne, attendez, il y a quand même des passe-droits, il y a quand même des exceptions, mais voilà, c'est tel ou tel ou tel. C'est formidable quand même, hein. Voilà, je veux dire, l'argent sale. Mais mais Sandrine Rousseau, les agriculteurs seraient des dealers? Mais c'est quoi cette histoire? Mais attendez, allez travailler avec eux, mais ce serait très bien d'abandonner l'Assemblée nationale, qui ne sert aujourd'hui vraiment pas à grand chose, et aller sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai rien à foutre. C'est quoi ça? Alors évidemment, après, on s'étonne que Sandrine Rousseau, qui a une future résidence secondaire dans le Finistère, qui a été étonnée qu'on fasse des manifestations, sous le slogan provocateur, la cornichage rurale a manifesté devant la future résidence de Sandrine Rousseau, barbecue géant parce qu'on aime le bœuf bien saignant. Et que dit Sandrine Rousseau, encore une fois? Ah, c'est une réaction viriliste et démesurée, violence symbolique. Elle n'a pas dit fascisme, mais c'était tout comme. Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter un tout petit peu, mais arrêter même complètement ce mépris? Cette espèce de mépris incroyable. Ces agriculteurs, de toute façon, on n'en a plus besoin. Mais écoutez, qui nous embête pas avec ça? Nous avons le Mercosur qui arrive, nous avons le poulet ukrainien, nous avons tout ça, et ça va très très bien. Attendez, c'est ça la gauche? Et c'est ça les écologistes? Vous faites quoi? C'est ça ce que vous faites?
Mais vous les insultez, vous les traitez de tous les noms, ces centaines de milliers d'agriculteurs qui sont assignés à résidence, qui n'ont plus le droit de parler même, sauf de temps en temps de faire des manifestations. Mais c'est quoi ce mépris de ce qu'on appelle encore des représentants du peuple? Mais c'est quoi ça? Franchement, des fois on se dit, mais je ne sais pas si c'est de la bêtise ou de l'ignorance, ou les deux à la fois, mais il faudrait quand même retrouver l'habitude de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Appel de Marseille. Bonjour Angèle. Oui, monsieur Berkoff, bonjour et bon retour sur Sud Radio. Merci. Pour ce mois de septembre agité. Oui, on peut le dire, oui, c'est vrai. Mais moi, Sandrine Rousseau, elle me tue à chaque fois. Je me demande pourquoi on lui donne toujours la parole, parce qu'en fait, quand elle la prend, c'est pour dire des énormités, oui. Mais en plus, c'est pour dire des bêtises, et c'est par pur égo. Elle a un ego surdimensionné, cette fille-là. Donc, parce qu'en plus, je réagis à l'argent sale. Pour moi, l'argent, alors elle est en train de comparer les agriculteurs à des trafiquants de drogue, à des proxénètes, à des trafiquants d'enfants, à des passeurs de migrants. Enfin, elle n'est pas tranquille, quoi. Hein. Je veux dire, elle dit n'importe quoi juste pour son ego. Alors, franchement, elle est écolo, je crois. Enfin, je veux dire, mais elle est quoi, en fait? Ah, ben écoutez, elle est députée. Je dirais quelque chose d'autre, mais je le dirai pas à l'antenne. Ah bon? Ah non, il faut pas être injurieux. Modérez-vous. Moi, j'ai un humour assez trash, et je suis pas sûre que ça passe, l'humour trash. Oh, écoutez, l'humour trash, nous, on n'est pas contre. L'humour des années 80, quand il faisait bon vivre et bien rigoler avec des gens normaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Comme les Coluche, les Ciné, les Choron, les Charlie et compagnie. Elle se rend bien compte qu'elle se permet de comparer les agriculteurs à des trafiquants de drogue. Nous, on peut la comparer à quoi, cette fille? Oui, enfin, elle parlait pas, là, elle parlait des produits par rapport à l'argent sale, c'était l'argent l'argent sale, il y a des images derrière. C'est vrai. L'argent sale, c'est la drogue, la prostitution, le trafic de migrants. C'est ça, l'argent sale. Vrai. Mais alors, je vais vous dire une chose. Voilà. Il faut qu'elle le sache, parce que si elle le sait pas, il faut qu'elle le sache. Eh ben, en tout cas, vous ne vous êtes pas privé de le lui dire, et je crois qu'elle va l'entendre. Mais vous savez, Angèle, alors je vais vous dire, là, je vais être un peu égoïste. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Sandrine Rousseau, nous? Comment voulez-vous qu'on alimente? Comment voulez-vous qu'on fasse rire les Français? Comment voulez-vous avoir un peu de, vous savez, on a besoin aussi de gens. Non, mais je dis ça au second degré, vous m'avez bien compris. Je veux dire, c'est tellement souvent effectivement gros ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, d'une manière assez excessive. Et je trouve que, liberté d'expression, mais surtout, je dois vous dire, elle me fait tellement rire. Elle me fait tellement rire parce que c'est tellement gros que ça ne passe pas, et vous le savez très très bien. Et la preuve, votre réaction. Rappeler quoi, voilà. Ouais. Très bien, merci Angèle. Si vous souhaitez réagir vous aussi, 0826 300 300, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le live YouTube ou sur le live Facebook. Je suis en train de les regarder, donc n'hésitez pas à participer. On s'éloigne pas trop du sujet. Oui, André. Je sens que vous allez, je sens que Maud va parler de choses, vous allez voir, elle va pousser son cri. Alors écoutez bien, non, par contre, je vous lance le défi si vous voulez. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi on s'éloigne pas du sujet, je vous laisse écouter. Attendez, laissez-moi deviner. C'est l'Assemblée nationale? Non. Non, c'est pas l'Assemblée nationale. Le Sénat? Non, c'est pas le Sénat. Le Conseil économique et social? Toujours pas. C'est pas le Conseil économique et social. Attendez. La Cour des comptes? Ah, on se rapproche. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est, Maud? C'est le championnat du cri de cochon, André. Le championnat du cri de cochon? Ça m'épate. Incroyable. Ah non, j'avoue que le championnat. Mais qu'est-ce que. Ah oui, le championnat. Il se déroulait le 10 août. C'était la 42e édition, tous les ans.
Tous ça les fait 42 ans que ça existe. Championnat du cri du cochon. Alors je crois qu'on avait un commentaire d'ailleurs là-dessus après, parce qu'on donnait les résultats du championnat, dont on l'a pas. C'est pas très grave. Alors oui, effectivement, Maude, direction tri sur Baïse dans les Hautes-Pyrénées, la 42e édition de la fête du cochon est aussi appelée Pourcaillade. Née à une époque où le marché local était le plus grand de porcelet en France, cette fête a connu son apogée dans les années 1990 et 2000, mais bravo, eh bien elle continue. Alors ce championnat du monde du cri du cochon, championnat de France, pardon, du monde, mais on pourrait le faire, c'est un championnat du monde, je suis sûr. Véritable tradition du cal. Alors il y a, écoutez, dites-vous bien, franchement, si vous voulez y aller, le 10 août prochain, course de porcelet, championnat du plus grand mangeur de boudin, et voilà, je pense que Sandrine Rousseau va encore dire que c'était de l'argent sale, ça, elle va dire ça, oui, c'est sûr. Mais dites-moi, il y en a d'autres, je crois, Maude. Il y a plein de fêtes de ce genre, et d'ailleurs, je rappelle qu'avant les vacances, vous aviez reçu le guide gaulois, Quentin, un jeune homme qui met en lumière les innombrables fêtes traditionnelles des régions et des villages de France. Donc, chers auditeurs, si vous voulez réécouter cet entretien, c'était le 24 avril dernier, disponible sur toutes nos plateformes. Et donc non, il n'y a pas que ça. La commune de Lagardère dans le Gers organise... On dit Gers ou Gers ? Non, Gers. Le Gers, oui, pardon. Absolument. Oui, le Gers, absolument. Organise chaque année une course d'escargots. Quoi ? Oui. En présence c'est même pas le lièvre et la tortue. Non. C'est la course d'escargots. C'est un peu long, faut s'armer de patience. En présence des 2 vice-champions du monde. Parce que là, c'est un championnat du monde quand même. Des escargots, ah oui. Français. Alors, Ah ouais, heureusement. La France est championne du monde quelque part. Et alors, on n'est pas sur du 100 mètres, on est plutôt sur du 25 à 76 cm. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Le marathon, j'ai fait un marathon de 76 cm, les gars. Fabuleux. Et le record du monde de l'escargot le plus rapide est de 0,0275 mètres secondes, c'est-à-dire 27,5 mm secondes, 99 mètres par heure. 99 mètres par heure. Mais écoutez, qui dit que la France n'a pas les ressources ? Qui dit que la France n'est pas un pays en terre ? 99 mètres par heure, c'est génial. Et il y a aussi, alors vous attendez, il y a d'autres championnats encore. Ah oui, il y a le lancer de tongs. Vous seriez excellent, je pense, là, André. Ah, moi, alors là, j'adorerais. Le lancer de tongs, c'est très bien. Il y a le craché de bigorneau. Ah, c'est encore mieux. Et ça se passe où ? Écoutez, là, on va faire une émission spéciale sur le lancer de tongs, le craché de bigorneau et l'arrachage d'échalotes. L'arrachage d'échalotes. Mais voilà les vrais sujets dont il faudrait s'occuper. C'est pas des lanceurs d'alerte qu'il faudrait s'occuper. Mais non, c'est pas des influenceurs. C'est du lancer de tongs, du craché de bigorneau et de l'arrachage d'échalotes. Voilà de vrais sujets qui concernent tout le monde. Merci Maude, quand même, de ces informations. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça ? J'espère que vous savez faire le grand écart, André. On laisse de côté la cochonaille, les escargots et le crachet de bigorneau pour visiter la commune de Molenbeek, en Belgique, dans la périphérie de Bruxelles. Un quartier tristement célèbre pour avoir vu grandir le terroriste islamiste Salah Abdeslam, entre autres. Il y a aussi les terroristes du Bataclan. Un quartier gangrené par le salafisme qui fut donc le théâtre, mercredi dernier, d'une énième polémique lors de son conseil municipal. Je vous laisse écouter le propos qui a fait bondir les réseaux sociaux. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Si à Molenbeek apparemment c'est invivable, changez de bord quoi, allez-y ailleurs. Dégagez. Voilà, dégagez, cassez-vous. Alors c'est élu du parti de gauche. Alors c'est à Molenbeek. Vous savez que Molenbeek, oui, ça a joué un très grand rôle dans les attentats d'il y a 10 ans. Eh bien, voilà. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord pour un certain nombre de pratiques intégristes ou de pratiques islamistes ou de pratiques autres, eh ben, écoutez, si Molenbeek n'est pas vivable pour vous, dégagez. Voilà ce qu'on entend quelque part de temps en temps, heureusement de façon très minoritaire, mais quand même. Ah ben écoutez, si vous ne voulez pas nos mœurs, nos coutumes, etc., eh ben vous les Belges, vous avez rien à faire à Molenbeek, il y a d'autres communes, débrouillez-vous et partez. Eh ben voilà quelque chose qui en dit long sur ce qui peut se passer, et là on n'a plus du tout envie de rire, et encore moins de sourire. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On va peut-être
parler justement, vous savez, notre émission commence toujours par Nous sommes en guerre, et je le rappelle toujours, c'était, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021 ou juillet 2020 où Emmanuel Macron avait dit nous sommes en guerre contre le Covid. De l'eau a coulé sous les ponts, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Eh bien, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire beaucoup de choses, et justement, on voudrait en parler avec le professeur Didier Raoult, microbiologiste, on va pas le présenter. On a toujours plaisir à le recevoir. Et bonjour Didier Raoult d'abord. Bonjour. Je voudrais peut-être qu'on parle de quelque chose, commencer par là, et on en a parlé au téléphone et j'ignorais cela. C'est une recommandation, je crois, et corrigez-moi si je me trompe, de la Cour de justice européenne ou des droits de l'homme européens, je ne suis pas sûr, sur le statut du médecin par rapport à la vaccination. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, non, c'est un jugement de la Cour européenne de justice qui, théoriquement, s'impose à tous les États membres, qui dit que personne ne peut dispenser le médecin de sa responsabilité quand il fait un acte médical. Il est responsable de son acte médical, et personne ne peut dispenser un responsable qui fait une recommandation médicale de sa responsabilité. Ni l'AMM, ni le LMA, l'équivalent européen, ne vous dispense de votre responsabilité. Donc quand ils insistent bien en disant, théoriquement, tous ces vaccins qui sont des actes médicaux auraient dû être faits sous la supervision et la responsabilité d'un médecin, d'une part. Et d'autre part, c'est le médecin. S'il y a des effets secondaires, les malades ont parfaitement le droit d'attaquer le médecin qui les a vaccinés, même si c'est une recommandation gouvernementale. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça remet un peu les choses en clair. C'est la responsabilité des médecins de soigner les gens, c'est la responsabilité des médecins de recommander les choses, et il semble, comme je l'ai écrit dans mon tweet, que le Conseil de l'ordre ait oublié ce qui était le rôle des médecins. Le rôle des médecins, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'ils font avec leurs malades en étant informés de ce qu'ont les malades, de leur pathologie par ailleurs, de leur état psychologique. Et donc tous ces éléments sont pris en compte au moment de l'acte médical. Et l'acte médical, c'est pas le président de la République, c'est pas le ministre de la Santé, c'est le médecin. Oui, alors ça c'est extrêmement important. Ce jugement de la Cour européenne de justice date de quand ? Je crois qu'il date de janvier 2025. Mais il était passé complètement inaperçu, comme vous avez vu. Oui, parce que effectivement, c'est-à-dire, donc ça justifie, parce que face à ça, on connaît le réel, le nombre de médecins qui ont été soit poursuivis, soit empêchés de faire leur rôle de médecin, et par ailleurs, les médecins qui ont absolument, ou les médecins ou les scientifiques ou ce qu'on peut appeler des scientifiques qui ont effectivement accepté ce dessaisissement et d'ailleurs médiatiquement et tout ça, personne n'a parlé de cette responsabilité du médecin et de cette souveraineté en fait du médecin face à son patient. Oui, bien sûr, c'est une des choses qui a été embêtante, inquiétante dans mon esprit, c'est de voir la capacité d'obéissance des médecins à des ordres qui n'avaient pas de sens, si vous voulez, et qui est une des raisons pour lesquelles j'ai cité le travail de Milgram. Moi, je vous conseille de lire son livre, c'est extraordinaire, sur l'obéissance. C'est la même chose qu'on avait vu sur Eichmann. Rappelez, Didier Raoult, juste rappeler pour nos auditeurs, et ils sont nombreux, à rappeler l'expérience de Milgram. Moi, je l'avais suivi aussi, c'était extraordinaire. Rappelez ce que c'était. On en a fait 15 successifs, parce que comme chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de vrai et de très simple, il y a eu un harcèlement sur la méthode, sur l'éthique, etc. Donc, j'ai acheté son livre, il y a la moitié, ce sont ses expériences, la moitié, ses explications sur la méthode et l'éthique. En pratique, il a commencé en prenant un acteur qui faisait semblant
de souffrir quand on lui envoyait des décharges électriques, quelqu'un qui, lui, ne savait pas que c'était une action, à qui on lui disait, regardez, il doit donner la bonne réponse, on l'éduque, c'est une manière d'éduquer, et donc on donne des doses de plus en plus fortes en lui disant que la dernière dose était mortelle. Eh bien, il y avait plus de 80% des gens qui allaient jusqu'à la dose mortelle. C'est fou. La soumission, quoi. Quelque part, l'expérience de la soumission. La soumission. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis content d'avoir relu ça. Vous voyez, c'est une des raisons qui fait que les gens n'obéiront pas tous, ou même n'obéiront pas du tout, c'est qu'il suffit qu'il y ait une voix discordante pour dire « mais il ne faut pas faire ça », pour que les gens ne le fassent pas. C'est pour ça que nous avons tous, même à notre petit niveau, nous avons tous une responsabilité à dire, attendez, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut le faire, si ça va contre votre morale, il faut pas le faire. Et c'est vrai, attendez, c'est vrai pour tout ce qui se passe dans un certain nombre de guerres, de massacres, etc. On vous dit toujours, et d'ailleurs à tous j'ai suivi les ordres. Oui, mais moi j'ai suivi les ordres, j'ai suivi les instructions. Oui, mais enfin, il y a des moments où il faut pas suivre aveuglément les offres et les instructions, les ordres et les instructions. C'est ce que disait Eichmann, c'est ce que disaient les gens qui ont balancé les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Ils ont fait que suivre les ordres, c'est des drôles d'ordres quand même. Et alors justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ce qui s'est passé, on voit les dégâts qui se sont passés. Aujourd'hui, justement, par rapport à ça, on dit aussi, alors vous avez vu, moi je ne peux pas, évidemment, on a des informations ou des désinformations dans tous les sens. Est-ce que c'est exact, enfin, à votre avis, est-ce que c'est exact ou on peut le dire ou pas, parce que je sais que vous êtes très très prudent et légitimement prudent là-dessus, que au fond il y a eu quelque chose qui a circulé, enfin une information qui dit que aujourd'hui les morts vaccinés sont plus importants que les morts des non vaccinés. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que dans la littérature, il n'y a pas d'évidence de ça. Des gens qui disent une chose et des gens qui disent le contraire. Mais si vous avez regardé les éléments que j'ai mis dans mes derniers tweets, qui me paraissent vraiment une réponse majeure à cette question. Moi, j'ai creusé, je vous donnerai j'explique les sites sur lesquels j'ai fait, parce que sur les sites français, j'arrivais pas à le trouver. Il a fallu que j'ai des sites internationaux pour regarder ce qui se passait en France, parce que le gouvernement ne communique pas ça. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec la population française depuis 20 ans? Est-ce que depuis 20 ans, on peut voir, en regardant ce qui se passe, s'il y a eu un accident de parcours en 2020 et 2021? La réponse est: il n'y a aucun accident de parcours visible. Vous voulez dire, il n'y a pas eu augmentation, il n'y a pas eu pic de quelque chose, etc. Non, la population française a continué à augmenter de manière linéaire. D'accord. C'est-à-dire qu'à cette échelle, donc on n'était pas dans la guerre. Moi, je peux vous montrer les statistiques de la guerre, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un trou, bien sûr. Il y a des morts, là, ça se voit. Et donc, pour des raisons qui ne sont pas étonnantes, d'abord parce que on sait maintenant, nous on avait ça sur nos statistiques, que l'État ne veut pas regarder, il veut nous interdire de les publier, mais personne ne vient les voir. On sait que la mortalité chez moins de 50 ans, c'est moins de 1 sur 10 000. Et c'est partout comme ça. Donc ça ne pouvait pas bouleverser, ça n'allait pas être une guerre, c'est pas Ukraine-Russie, c'est autre chose. Et ça, rien n'a changé là-dessus, les moins sur... Non, et puis il suffit de le regarder, encore une fois. Après, j'ai regardé, effectivement, qu'est-ce qui se passe alors, qu'est-ce qui s'est passé par tranche d'âge, maintenant? Parce que nous, on a bien vu, la mortalité, chez nous, l'âge moyen de la mortalité était de 81, 82 ans. D'accord. On a regardé, parce que j'ai été perturbé, je me suis fait avoir, comme les autres, parce que ça m'arrive, par le fantasme de la donnée de l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est un des trucs qui est fait pour comparer les pays entre eux, et on ne peut pas comparer les pays entre eux quand on a une natalité aussi différente. C'est-à-dire que si vous avez des enfants jeunes, vous avez plus de morts chez les jeunes, et ça baisse artificiellement votre espérance de vie. D'accord? L'âge, au moins, ça baisse artificiellement l'âge moyen du décès. Mais comme c'est des modèles mathématiques, vous savez, prédictif en plus, alors c'est tout ce que je déteste au monde, donc je n'y crois absolument pas. Et j'ai été déçu d'ailleurs, pour dire la vérité. Et donc j'ai regardé, j'ai obtenu l'âge de mortalité de tous les Français depuis plus de 20 ans, à quel âge ils sont morts en moyenne, et puis depuis plus de 20 ans, vous avez regardé depuis plus de 20 ans, c'est ça? Plus de 20 ans. D'accord. Et puis à quel âge ils sont morts par tranche d'âge.
Alors, si vous regardez les 0-15 ans, y compris pendant la période bien sûr, ça n'a pas augmenté du tout, ça a même un peu diminué, pour dire la vérité. Il y a eu moins de morts de moins de 15 ans en 2020 et 2021 qu'on en avait avant. Donc, bien entendu, ça veut dire que l'âge moyen de la mortalité, il va pas diminuer. Vous voyez. Oui, ensuite, regardez toutes les tranches d'âge, il n'y a qu'une tranche d'âge qui bouge, mais elle bouge elle aussi de manière linéaire, c'est-à-dire que depuis 20 ans, la proportion des gens de plus de 85 ans qui meurent n'arrête pas d'augmenter parce que cette population est de plus en plus nombreuse pour représenter maintenant la moitié des morts. Ah oui. Donc, de plus de 85 ans, c'est ça. 85 ans, c'est de ça dont on parle. Ouais. Nous, on avait un papier qu'on avait publié sur les gens qui étaient morts chez nous, et on avait estimé que compte tenu de leur terrain et de leur situation, en moyenne, tous les gens qui étaient morts là avaient moins d'1 an à vivre. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'une épidémie de cette nature-là va changer la démographie d'un pays. C'est du délit. Rien qui justifie des mesures de coercition et d'obligation sur des vaccins non testés. Enfin, c'est pas raisonnable. Et la troisième chose, qui est celle qui m'a même moi le plus surpris, même si après, quand je réfléchis 2 minutes, je comprends. J'ai regardé ce qui s'était passé sur l'âge moyen de la mortalité ces 10 dernières années. Ouais. Et alors, l'âge moyen de la mortalité, à partir de 2020, fait un bond. C'est-à-dire que la longévité des Français a augmenté pendant la période du Covid-19. Ah oui, la longévité des Français a augmenté pendant la période du Covid-19. Oui, et c'est facile à comprendre. Ouais. Vous avez plus de morts de plus de 85 ans et vous n'avez pas de jeunes qui meurent. Ouais. Ouais, donc, ça veut dire que la longévité, qui n'a rien à voir avec l'espérance de vie, qui est un fantasme, la longévité a augmenté puisqu'il n'y a que les très vieux qui sont morts et qu'il y a plein de très jeunes qui sont morts. Donc, il ne s'est pas passé un désastre démographique. Bien sûr, en plus, si on les avait soignés plutôt que les laisser dans les EHPAD en leur donnant du Rivotril, il y aurait eu encore moins. Oui, en plus. C'était ceux-là, c'est les premiers à l'avoir reconnu, c'est les Suédois qui ont dit, pendant les 6 premiers mois, on a fait une faute énorme. En réalité, il n'y a que les gens de plus de 70 ans qui présentent des risques. Et effectivement, on le savait depuis le tout début de l'épidémie, c'est-à-dire l'épidémie sur le bateau japonais, on savait qu'il n'y a que les gens de plus de 70 ans qui risquaient de mourir. Qui risquaient de mourir, oui. Et tout ça a été dissimulé. On est parti d'une espèce de truc dans lequel tout le monde disait n'importe quoi. Il y a les fact-checkers qui sont... Oui. C'était formidable, ça, les fact-checkers. C'était plutôt les fake-checkers, mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais donc, enfin, si je résume ce que vous dites, Didier Raoult, c'est qu'au fond, cette période Covid, enfin, très forte de 2020-2021, n'a rien changé aux données de longévité depuis, enfin, de 20 ans, disant rien. Exactement, rien du tout, tout simplement parce que c'est une année 2020 qui était très particulière parce qu'il n'y a pas eu de grippe du tout. Et la grippe a une mortalité qui est très différente de celle du Covid-19 parce qu'elle tue aussi des jeunes, tue même des bébés. Et ça change, bien sûr, la longévité. D'accord. Donc, si vous mettez ça en perspective, et donc vous le voyez, vous savez qu'il y a quelque chose à cacher quand vous voyez que c'est caché. Donc, même Euromomo, qui était le truc qui collecte les trucs sur l'Europe, vous pouvez pas avoir les données brutes de la France sans l'avis de votre gouvernement. Vous les donne pas. Oui, mais vous regardez, il regarde que les 3 dernières années, et si vous mettez ce qui s'est passé sur 20 ans, vous avez la même chose que ce que je vous dis là. Bien, chaque année, il y a des choses, mais qui sont marginales par rapport à la population. Quand vous avez 600 000 morts par an, qui sont la moisson habituelle des morts, 6 à 700 000 morts. En France, hein, 600 000 morts par an, en moyenne, oui. Bien sûr. Et vous avez 65 millions d'habitants, quand même, il en tue des morts bien entre 1 et 1,5% par an, vous voyez, c'est banal. Donc, si vous rajoutez un 10 millième, vous croyez pas que ça se voit, ça. Ça veut pas dire qu'il faut s'en occuper, il faut les soigner, mais comme des docteurs, pas comme des fous aux manettes qui dirigent au jour le jour en disant, il faut faire ci, il faut faire ça, vous n'avez plus le droit de bouger. C'est pas raisonnable, surtout qu'on sait bien que toutes ces manœuvres, en réalité, on le sait depuis très longtemps, que le confinement a augmenté le taux d'infection, parce que si vous confinez en même temps des gens sans les tester, ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire vous avez des gens infectés qui se retrouvent avec des gens non infectés, et après tout le monde est infecté. Parce que pour attraper le Covid en se promenant dans la rue, si vous voulez, il faut avoir vraiment
une spécificité incroyable, parce que tout ça, c'est une question de nombre de virus. Et le nombre de virus que vous êtes capable d'attraper quand vous baladez le virus dans la rue est très bas. Mais dans les endroits confinés, dans lesquels les gens ne savent pas s'ils sont malades, bien entendu, donc la première chose, j'ai pas échoué sur tout ça, j'ai réussi à convaincre le président et ensuite le ministre de la Santé, c'est de tester les gens. Il faut commencer, parce que Précis disait qu'on ne pouvait pas les tester, l'Institut Pasteur disait qu'on ne pouvait pas les tester quand même. Hein. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans cette histoire-là, en disant, vous êtes fous. Dans les maladies infectieuses, la première chose à faire, et contagieuse, la première chose à faire, c'est de les tester. Madame Buzyn ne voulait pas que je teste les gens qui sont revenus de Chine, et ne voulait pas que je les teste directement sur le tarmac, alors que tout le monde a fait ça un an après. Quand les gens arrivaient, on le mettait un écouvillon. Mais elle avait décidé, elle connaît mieux les maladies infectieuses que tout le monde, et contagieuses, parce qu'elle fait que ça. Moi, ça fait que 40 ans que j'explore toutes les épidémies du monde. Oui, mais c'est une arrogance absolument incroyable. On a vécu des états d'une arrogance qui laisse pantois. Non, mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que non seulement l'arrogance était là et l'ignorance, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez grave de dire de refuser les tests alors que bon, et puis que deuxièmement, aucune autocritique. Moi, je n'attends pas, il ne s'agit pas de fouetter l'AR et la discipline comme Tartuffe, mais quand même, pas un mot, pas une justification, on est 5 ans après, rien, en tout cas en France, enfin... En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai transmis les dossiers. C'est des choses. Il y a quelque chose qui me peine. Une qui m'a peiné. J'avais rencontré une mission de la Cour des comptes qui est venue faire une mission sur les maladies infectieuses. C'est comme c'est les plus grands centres de maladies infectieuses, ils sont venus nous voir. Ouais. Donc, je leur ai fait un mémoire assez long pour leur expliquer pourquoi les maladies infectieuses ne marchaient plus en France. Elles ne marchent plus pour 2 raisons. Philippe Lazare, qui était un polytechnicien, encore a sorti l'INSERM des hôpitaux en disant il ne faut pas que ce soit des médecins qui dirigent l'INSERM, plus de médecine dans l'INSERM. Bon, c'est pour ça que maintenant, l'INSERM vous envoie maintenant des mathématiciens pour faire la médecine, donc ça marche comme ça marche. D'une part, ça c'est Madame Costagliola. Des modélisateurs, oui, Madame Costagliola. Elle n'a jamais rien découvert, jamais rien traité, mais enfin, elle fait des modèles pour l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'elle fait pour les essais thérapeutiques, il n'y a que ça qu'elle fait. La deuxième chose, c'est que le sida est arrivé, et le sida, c'est devenu le plus gros fromage qui existe en termes d'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que quand vous traitez quelqu'un à vie et que vous commencez par lui donner un traitement qui coûte 10 000 euros par mois, il faut voir la capacité de corruption que vous avez, qui est phénoménale. Et on s'est retrouvé avec des gens... Moi, j'étais impressionné quand on a commencé à regarder Eurofordox. C'est une des raisons pour lesquelles on a déclenché une agressivité incroyable de nos collègues. Combien les médecins touchaient des entreprises pharmaceutiques, il faut le dire. Enfin, et bien sûr. On va en parler, Didier Raoult. Des Pfizer. Oui, on va en parler juste après cette petite pause, parce qu'il faut le dire aussi, malheureusement dans ce monde, comme dans d'autres, la corruption a régné, pas partout, mais quand même, et il faut quand même que les choses soient dites et soient sues. À tout de suite, après une petite pause. Sud Radio peuvent dans tous ses états le face-à-face. Et nous sommes toujours, et pour notre plus grand plaisir, avec le professeur Didier Raoult, et nous parlions justement de cet effet de corruption, et de cet effet, et aujourd'hui, comme vous le savez, Didier Raoult, mais on va quand même continuer à parler de la France, de Eurofordox et compagnie, en Amérique, en tout cas, le scandale est total. Et je voudrais, juste avant qu'on reprenne, je voudrais vous lire quelque chose, c'est long, mais c'est pas si long que ça. Avant-hier, Donald Trump a fait un communiqué sur Truth Social, je le traduis, et c'est très intéressant parce que vous savez que c'est lui qui avait lancé l'opération Warp Speed sur la grande campagne de vaccination. Il était président en 2020, 2021, et lui avec l'autre qui a lancé évidemment vaccin, il faut y aller, etc., avec Pfizer, Astra, Moderna et autres. Et voici ce qu'a écrit Donald Trump avant-hier. Il est très important que les laboratoires pharmaceutiques justifient le succès de leurs différents médicaments contre le Covid. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont un miracle qui a sauvé des millions de vies.
D'autres ne sont pas d'accord. Alors que le CDC, le Center for Disease Control, de l'autorité de santé américaine, est déchiré par cette question, je veux une réponse et je la veux maintenant. On m'a montré des informations provenant de Pfizer et d'autres sociétés qui sont extraordinaires, mais elles ne semblent jamais montrer ces résultats au public. Pourquoi? Elles passent à la chasse suivante et laissent tout le monde se déchirer, y compris Bobby Kennedy Jr., le ministre de la Santé actuel, et le CDC, en essayant de déterminer le succès ou l'échec du travail des laboratoires pharmaceutiques sur le Covid. Elle me montre, c'est toujours Donald Trump qui écrit, elle me montre des chiffres et des résultats excellents, mais elle ne semble pas les montrer à beaucoup d'autres. Je veux qu'il les montre maintenant au CDC, au public, et clarifie cette situation confuse d'une manière ou d'une autre. J'espère que l'opération Warp Speed, encore une fois je rappelle qu'il a lancé, était aussi brillante que beaucoup le disent. Si ce n'est pas le cas, nous voulons tous le savoir et pourquoi. Merci de votre attention sur cette question très importante, Donald Trump. Intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. On pourrait dire, vous savez, par exemple, lobbying, c'est le lobbying, si vous voulez. D'abord, je veux dire ça, c'est une chose qui m'intéresse et qui m'impressionne. C'est par où va passer l'information, pas la communication. Pas la communication gouvernementale ou la communication de l'industrie pharmaceutique qui ne m'intéresse pas. D'une manière très intéressante. La chose la mieux décrite pour l'instant de ces dernières années sur l'industrie pharmaceutique, c'est une série sur l'Oxycontin. Moi, j'engage tous les gens qui nous écoutent à le regarder parce que ça, moi, je l'ai vu. C'est la même chose. Moi, je ne suis pas dans le monde de la douleur, donc c'est pas ma communauté qui a été achetée par ça. Mais je peux vous dire, dans le monde du sida, ça a été pareil. Dans le monde des antibiotiques, ça a été pareil. Donc, en pratique, si vous voulez, les mœurs de l'industrie pharmaceutique, moi, j'ai une... Vous me pardonnerez de faire une citation de Shakespeare. Il dit, vous savez, on ne mange avec le diable qu'avec une très longue queue. L'industrie pharmaceutique, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, le New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal, était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les autres, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà. Donc globalement il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, jusqu'où peut aller la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck, qui a travaillé... Pour les laboratoires Merck, oui. Le laboratoire Merck, qui a dit, mais non, il ne faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis, la presse qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit, mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est tout de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy, parce que quand même, c'est trop gros. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme, on a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. Et il avait touché, dans les 6 dernières années, 600 000 € de l'industrie pharmaceutique du sida. Vous voyez, donc... ça, c'est une chose. La deuxième chose que les gens n'ont pas encore pris en compte, n'ont pas encore réalisé, c'est que les sociétés savantes et les congrès sont une manière de blanchir de l'abus de biens social. C'est-à-dire ? En réalité,
Comment c'est la mécanique, ça fonctionne comment cette mécanique-là? C'est simple. Si vous payez, si l'industrie pharmaceutique me paye, ce qu'à Dieu ne garde, c'est jamais arrivé depuis 1999, un voyage aux États-Unis. Ils sont maintenant, depuis la loi actuelle qui a été mise en place par Xavier Bertrand et grâce à mon ami Dominique Maranaki, ils sont obligés de le déclarer. Alors au début, ils le déclaraient, on pouvait faire Rutherford Docs. Maintenant, ils l'ont découpé de manière à ce que ça devienne impossible d'utiliser les données. Mais enfin, ça sera repossible avec ChatGPT. Mais en revanche, ils sont obligés de déclarer tout l'argent qu'ils donnent aussi aux sociétés savantes. Ouais. Si c'est une société savante qui vous paye ça, c'est ni vu ni connu. Ça s'appelle du blanchiment, ça. Ça passe par la société savante ou par une association. Oui, organisatrice de congrès, etc. etc. Ouais. Oui, nous, Marseille Sida, c'est tout payé par Gilead. Je pense que Paris Sida, ça va être la même chose. Et là-dedans, on a retrouvé un peu la fille d'Edoui Plenel, Jaumier, vous voyez, tous ces gens-là. Ouais. Un moment, on se sont retrouvés dans Paris sans Sida. Et donc par Gilead. Et donc la famille se tait, et donc les gens autour se taisent, et voilà, quoi, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, c'est même pas. C'est complexe. Hein, si vous lisez le livre de Milgram, c'est un psychologue au départ, donc il essaie de comprendre. Stanley Milgram. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'est très compliqué. Mais si vous voulez, moi, j'ai vu ce milieu. Je l'ai dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été sidéré quand j'étais dans le bureau du président de la République à l'Élysée de voir que le patron de Gilead tutoyait le ministre de la Santé en disant « Mais tu te rappelles, je t'ai donné pour ce pauvre vieux chinois du Remdesivir. Il est mort, bien sûr, il a fait une insuffisance rénale, mais on sait bien que le Remdesivir, ça donne des insuffisances rénales. » Là, c'est le premier malade traité, on le savait. Il tutoie l'autre. S'ils étaient restés plus ensemble, ils seraient tapé sur le ventre, celle-là, tu l'as sautée. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Moi, il n'y a personne ne me tutoie dans ce monde-là. Je fais pas. Je veux pas. Je suis pas leur copain. Je ne bouge pas avec eux. On le fait pas. Ça faisait. Milton Friedman, pour une autre citation, disait il n'y a pas de repas gratuit. C'est vrai. There is no free meal. Didier Raoult, on se retrouve juste encore. Petite pause et industrie privée oblige. Là, nous n'avons pas de subvention ici à Sud Radio. On se retrouve avec une petite pause de 2 minutes. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors ma grande, ça a été ta journée? Bof. Ok. Et toi ma puce, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien. 4 rostis aux légumes et au cheddar Picard à 4,05 €, ça au moins, c'est une rentrée qui fait plaisir. En plus, en ce moment, le deuxième produit est à moins 50%. Et psst, petite astuce, pour être livré à domicile, c'est sur l'appli ou picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. 400 grammes, soit 10,12 € le kilo. Offre valable sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Axe-les-Thermes. 103. Sud Radio. Alors, t'as trouvé ton nouveau métier? Entretien de la maison, garde d'enfants, aide aux seniors? Oh, non, j'abandonne. Bah non, c'est dommage. Toi qui cherches un métier pour prendre soin des autres. Mais trop compliqué avec mon petit dernier à garder et... Sophia, respire. Chez O2, j'ai un métier avec un planning adapté à mes horaires et des formations pour me faire progresser. Fais comme moi. C'est exactement ce que je cherche. Allez, renseigne-toi sur o2recrute.fr. Et dans l'agence O2 près de chez toi, ils organisent une journée Job Café le 4 septembre. Trop bien. O2, numéro 1 du service à la personne. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Vous revenez du collège, Audrey? Oui, Cerise, et je suis très inquiète. Mon fils est victime de harcèlement. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Rassurez-vous, Groupama est là. Nous proposons un dispositif spécifique avec des professionnels pour épauler les parents et les enfants avec un suivi psychologique. Ah, merci Cerise. Je ne savais pas que vous pouviez m'aider sur ce sujet. Bien sûr, on vous accompagne pour vos petits et grands problèmes. Groupama. Groupama, toujours là pour moi. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai dit à mon mari qu'il avait eu bien raison de prendre votre raisin blanc. Ah oui, c'est vrai qu'il est délicieux. Délicieux. Et puis, cette saison? Exactement. Et du 2 au 6 septembre, c'est seulement 1,18 € le kilo. Voilà, j'ai dit tout ça à mon mari. Et dites-lui aussi que chaque semaine, il y a 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété Italia, catégorie 1, origine Italie. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Vous êtes étudiante, porteuse de projet ou déjà entrepreneur? Ne ratez pas les 10 ans du BioBoss Woman Tour. Une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de l'entrepreneuriat féminin et de participer aux BioBoss Awards.
BioBoss Grand Est le 4 septembre à Strasbourg. Programme et inscription gratuite sur bioboss-womantour.com. Avec Sud Radio, parlons vrai. Intersport, engagé sport, engagé prix. Pour moi, les crampons Puma Orange Fluo, c'était réservé aux pros. Mais en fait, c'est aussi pour ceux qui jouent leur match le samedi matin accompagnés par leur maman. À un prix en plus. Oh, au début, je croyais que c'était juste pour un pied. Chez Intersport, on est engagé pour une rentrée sportive moins chère. Jusqu'au 14 septembre, les crampons enfants Puma Attacanto sont à 24,99 € au lieu de 44,99 €, soit 44% de réduction. Intersport, engagé sport. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Didier Raoult, en ce cher et vieux pays qu'est la France, vous parlez, et on en parle aussi en Amérique et ailleurs, chacun évidemment ses références, d'un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique suite à ce qui s'est passé, non seulement pour le Covid, mais pour d'autres, évidemment, maladies bien avant, et pour d'autres, effectivement, excès. Est-ce que cette loi du silence, cette omerta, parce qu'il y a un côté, quand même, omerta, qui ne sont recus que par certaines personnes, et heureusement, qui ont la légitimité et la compétence pour en parler, est-ce que, au fond, ça peut aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec l'OMS et compagnie, que l'Amérique s'est retirée, etc. Est-ce que ce qui s'est passé, voilà la question, est-ce qui s'est passé avec le Covid, la manière dont c'est passé, je ne parle pas évidemment du point de vue de la médecine, mais du point de vue du système qui a fait ce qu'il a fait, est-ce que ça peut demain se passer pour un autre virus, pour une autre, soi-disant, entre guillemets, pandémie, pour une autre manifestation de ce genre ? Écoutez, vous savez, je prédis pas l'avenir, vous le savez bien. Non, je parle des conditions, c'est pas l'avenir, c'est est-ce que les conditions qui ont permis le traitement et la gestion du Covid telles qu'elles sont faites, au fond, elles sont toujours là. C'est ça que je veux dire. Sont les mêmes et l'analyse n'a pas été faite. Vous parliez, je ne sais pas si j'ai pas fait un lapsus lingué tout à l'heure, des rapports. Bon, je vous parlais des rapports entre Yazdan-Pada et Gilead. En France, il faudrait commencer, effectivement, pour avoir une information en disant c'est passé, mais c'est passé en une ligne. Combien de centaines de millions de remdesivir est-ce qu'on a jeté à la poubelle ? Combien de, je crois que c'est 135 millions de Paxlovid, le médicament de Pfizer, qui a été défendu et mis en place par Molimar. Hein. Combien on en a jeté ? Parce que personne ne les a prescrits en pratique, parce qu'il y a une limite, si vous voulez. Vous pouvez empêcher les gens de parler, mais vous ne pouvez pas les obliger à prescrire des trucs qui ne servent à rien, quand même, et qui sont toxiques, si vous voulez. Donc, il y a quand même une limite, si vous voulez. Vous voyez bien qu'il y a une limite dans le consentement, il y a quand même beaucoup de gens qui trichent, quand même. Hein. Et ça, c'est une limite. Quand les Américains ont étudié ça, je ne sais pas si en France on l'a fait, mais ça serait intéressant pour leur demander, écoutez, combien de fois est-ce que vous n'avez pas appliqué les règles qu'on donnait dans votre État ? Parce qu'elles étaient différentes. Il y en a au moins 30% qui disaient « moi, je ne les ai pas appliquées ». Donc, ça veut dire quand même, si vous voulez, dans le consentement visible… Oui, heureusement, oui. Et heureusement, effectivement, il y a des gens qui mentent. Ils le font pas. Voyez. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu remettre en perspective pour montrer quelle était l'ampleur du problème, pour montrer que l'ampleur du problème n'était pas différente des différents épisodes que l'on a, une fois avec la canicule, une fois avec une grippe plus forte que les autres, et que ça justifiait pas de dire on est dans la guerre, ni de prendre des mesures de couvre-feu. Enfin, c'est un truc c'est complètement délirant, le couvre-feu, où dans le café, vous boirez le café debout au lieu d'être assis. Oui. Et puis attendez, on vous poursuit. En plus, ça m'énerve parce que je suis grand-père, je veux pas qu'on me foute dans la cuisine. Je trouve ça très injuste. Surtout que c'est moi qui fais la cuisine souvent pendant les vacances. Donc, je veux pas y rester quand je file de la soirée. Donc, allez, grand-père, à la cuisine. Si vous me demandez si on peut être aussi bête que ça à l'avenir, la réponse est oui, bien sûr. Je ne sais pas comment on sélectionne. Vous voyez bien, moi j'ai vu la sélection, y compris des gens dont on pensait que ils pourraient réfléchir, si vous voulez. Moi je pense à Braun, je pense à un médecin normal, si vous voulez, qui s'est retrouvé là-dedans, à faire une sortie sur l'hydroxychloroquine alors qu'il a fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine et qu'il a montré que la dose où l'on l'employait, c'était jamais toxique. Et quand Azalbert lui a posé la question, il a dit « Mais moi, je regarde pas les protocoles, j'écoute ce que les gens me disent. » Vous voyez, donc, c'est
c'est fou, si vous voulez, cette déconnexion qui est une des choses qui me fait plus poser de problèmes entre la propre expérience réelle et le flux d'informations, l'hyper-réalité que décrivait Baudrillard, si vous voulez, c'est fou. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui a fait quelque chose tous les jours, qui sait que c'est comme ça, se fait embarquer à menacer, enfin il nous a menacé mes collaborateurs pour quelque chose dont il sait que c'est pas vrai, c'est sa thèse. Ouais. On l'a publié, sa thèse, on l'a ressorti, elle était cachée, on l'a publié, sa thèse. Mais est-ce que ce n'est pas, justement, vous parlez de 1000 grammes, de la soumission, de la fabrication du consentement, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'ingénierie sociale, et ce que d'autres appellent le management par la peur, et au Covid, ô combien le management par la peur a marché, et a marché très efficacement. Non mais on est à la jonction de deux choses, Nadir Raoult, de ce que vous racontez. On est à la conjonction d'une ingénierie sociale organisée, c'est-à-dire la peur est le meilleur des consentements pour fabriquer des moutons ou des soumis. Et puis l'autre paramètre, c'est la corruption. C'est les milliards de dollars, c'est les millions, c'est ah là là, qu'est-ce que c'est bien de se payer des voyages à Tahiti ou ailleurs. Est-ce que ce n'est pas bon, ça c'est là. Et en fait, il faut des lanceurs d'alerte ou des compétences qui disent à un moment donné, attendez, ça marche pas quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas, je pense qu'il faudra, enfin, à un moment, il y aura bien quelque chose à changer, si vous voulez, sur, pardon de parler de la presse, sur qu'est-ce qui fait l'attraction de la presse. Je vais vous donner un exemple. Oui. Hier. Alors, la météo est prévue, parce que pour prédire des conneries, la météo, c'est le roi du monde. Hein. C'est vrai depuis tout le temps. C'est pas mal, oui. Pas mal, ouais. Et donc, ils avaient prédit des orages terribles. Donc, à Marseille, on a fermé toutes les écoles. Et puis, l'université a dit, pourquoi les écoles et pourquoi pas nous? Moi, je ferme aussi l'université. Et il est tombé 3 gouttes dans la journée. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la société dans laquelle on arrive, là. C'est un truc... Quand il pleut, maintenant, on va plus à l'école, quoi. Oui, absolument. Quand même, on arrive à un truc, si vous voulez. Donc, vous voyez bien, c'est pas... je suis pas hors sujet. Je suis en plein dedans. Hein. Donc, on fait peur à tout le monde avec tout, avec des choses qui sont faites avec des calculs mathématiques ou des prévisions. Et c'est juste... Oui, on ne sait pas si eux-mêmes n'ont pas d'émotion. Moi, je crois beaucoup, quand les gens me demandent « Mais pourquoi tu crois que les politiques font ça ?» Moi, je crois beaucoup qu'ils se prennent pour des démiurges. Vous voyez, ils se prennent pour Dieu, ils n'ont rien à foutre. En réalité, ils ne tiennent plus la plupart des choses. Et ils ont un sentiment de puissance. Ouais. Là, quand vous vous rendez compte, moi, je peux empêcher tous les gosses d'aller à l'école. Je peux enfermer tous les Français chez eux et ils ne bougent pas, ils obéissent. Cartel et bonbon plaisir. Ouais, c'est un plaisir du pouvoir, c'est de l'hybris pur et simple. C'est l'hybris. Le plaisir du pouvoir qui est comme ça. Et ne me dites pas l'oubris ou l'ubris, parce que ça, c'est une transformation de la vision américaine du grec. Le grec, ça s'écrit H-Y. Oui, mais tout le monde l'écrit H-U. Attendez, Didier Raoult, tout le monde l'écrit H-U-B-R-I-S. Enfin, le U n'existait pas. Le U en grec, c'était un Y, vous savez. D'accord. Oui, je sais. Ça, je sais. Hein. Je sais peu de choses sur le grec, mais je sais ça. Chez nous, comme hybride, comme les voitures hybrides, on les appelle pas les hybrides. C'est parce que les Américains ont commencé à dire hubris. Hubris, ouais. Hubris. Que les Français qui sont incapables de rechercher les sources de ce que sont les choses disent hubris maintenant parce qu'ils font du franglais à partir de disons que l'hybris ou l'hubris joue, mais je crois aussi que joue au moins autant effectivement cette idée de faisons leur peur et comme ça va marcher. On se retrouve juste après la dernière petite pause de l'émission, Didier Raoult, et on a des auditeurs, on a un auditeur et on va parler de tout cela. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous avez 2 auditeurs, on accueille Michel. André. Bonjour Michel. Oui, bonjour André et bonjour au professeur Raoult. Alors, une question vraiment très courte. Comment expliquer le silence de la corporation médicale en France sur tous ces sujets? Alors, mis à part évidemment quelques courageux comme le professeur Raoult, Madame Alexandra Royonco, le professeur Perrol et feu le professeur Montagnier, mais bon, ils sont nombreux. Alors donc, comment expliquer ce silence assourdissant de la corporation? Comment l'expliquer, Didier Raoult? Vous savez, c'est la même chose, c'est la peur. Hein.
honnêtement, c'est pas mystérieux. Le Conseil de l'ordre, bon, ça n'a jamais été le rôle, est devenu la courroie de transmission des ordres du gouvernement et il punit tous les gens qui n'obéissent pas aux consignes du gouvernement. Vous savez, si vous voulez savoir, là aussi, si je peux vous recommander un deuxième livre qui avait beaucoup scandalisé Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, ce qui est plutôt un compliment, il faut lire Le zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Ouais. Montrer ce que c'est, une autre forme de ce que c'est la pression. Donc, vous avez la pression chez les nazis, la pression chez les staliniens. Il vous explique très très bien que même d'ailleurs, la moindre critique ou le moindre commentaire remettrait en cause l'ensemble de toutes les... tout le système. Tout le système, et pour sauver la population, parce qu'on a... vous vous rendez compte, moi je suis bien d'accord, comment les médecins ont accepté de ne pas voir les malades, de ne pas les recevoir, vous vous rendez compte, de ne pas les recevoir. Prenez du Doliprane et restez chez vous et attendez d'être sur le claquant. C'est les consignes de l'État, ça, et les gens ont obéi. C'est une vraie question, et encore une fois, on est en plein dans le 1000 grammes. Est-ce qu'on doit obéir à des consignes d'État ou est-ce qu'on doit obéir à ceux qui doivent primer pour nous, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate? Quelle est notre priorité? C'est une vraie question. Et donc, ça devrait, là aussi, je pense, remettre en question. Si on tirait les leçons, c'est pour ça que vous me posez la question, ce sera pareil, je pense que ce sera pareil, hein, si on ne tire pas la réflexion, de regarder tous les millions de médicaments qu'on a achetés, les millions de vaccins qu'on a achetés parce que les gens veulent faire vacciner et qu'on a jetés, sous l'influence de qui c'est qui les influençait, qui c'est qui passait sa vie au ministère pour leur dire, moi je sais très bien qui c'est. Hein. On le sait. Voilà. Donc je sais très bien qui c'est. Et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui, effectivement. Je crois que nous avons aussi Anne, c'est ça? Oui, Anne. Anne qui nous appelle de Vannes. Oui, bonjour Anne. Oui, bonjour Mathieu Berkov, bonjour professeur Raoult. C'était pour aller dans le sens un petit peu du professeur Raoult par rapport à Gilead. En fait, quand il y a eu le scandale du Remdesivir, moi j'achetais de temps en temps à l'époque le JDD et je me suis dit, tiens, je vais acheter le JDD pour voir ce qu'ils disent sur cette problématique du Remdesivir parce qu'il l'avait retiré justement de la vente. De la vente, oui. Et puis j'achète le JDD, il y avait 3 lignes, il fallait les trouver sur ce scandale quand même. Et 4 pages après, il y avait une page entière de pub pour Gilead. Sur les problématiques de sida. Donc voilà, quoi, comme on dit, c'est QFD. Je me suis dit, le JDD, c'est comme tout le monde, hop, on arrête de lire tout ça et puis on passe à autre chose, quoi. Je vais vous faire un topo, vous expliquer une des raisons pour lesquelles Madame Costagliola et toutes ces compagnies du sida me détestent tant. J'avais organisé un meeting chez nous qui s'appelait Contre la méthode et j'avais demandé à Delfrécy, qui était le président du comité d'éthique, de venir. Je considère que les essais de non-infériorité ne sont pas éthiques. Il m'avait envoyé Madame Costagliola et je me suis régalé. Parce qu'elle m'a expliqué, parce qu'elle travaillait elle, essentiellement dans le sida et les hépatites, elle m'a expliqué pourquoi il fallait avoir des études randomisées en double aveugle et tout. Et je lui ai dit, c'est parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Parce que moi, pour les hépatites chroniques ou pour le sida, je fais une prise de sang, je regarde s'il y a encore le virus. S'il n'y a plus le virus, il n'y a plus le virus. Pas la peine, ouais. C'est pas la peine de faire des études randomisées. Au contraire, c'est grâce à ces études randomisées avec tous mes collègues payés par Gilead, là, qu'on a prescrit le médicament de Gilead pendant 24 semaines, alors que maintenant, on sait que 3 semaines suffisent quand même. Mais comme au lieu de mesurer les virus dans le sang, on faisait des études randomisées dont les conditions avaient été fixées seulement par Gilead, dont les résultats n'étaient traités que par Gilead, et en réalité, les études multicentriques randomisées, c'est quelque chose qui permet à l'industrie pharmaceutique d'être la seule à avoir les données. Donc c'est la meilleure manière de tricher. Pourquoi voulez-vous qu'un médecin lambda commence à tricher dans les résultats individuellement? Il ne va pas le faire. Et si vous recevez tout et que vous dites non mais ça je l'élimine parce qu'il y a ci, ça je l'élimine parce qu'il y a ça, à la fin vous faites dire à votre étude ce que vous voulez. Donc c'est un montage phénoménal. En particulier, ça n'est pas du tout fonctionnel pour les maladies infectieuses, parce que pour les maladies infectieuses, on regarde s'il y a encore le microbe ou s'il n'y a plus le microbe. Dans le sang. Eh ouais, c'est fou.
Non, ce qui est extraordinaire, c'est vrai, on se dit, il faut nettoyer les écuries d'Augias, mais on voit très bien comment le circuit peut fonctionner en circuit fermé, j'allais dire mafieux, mais en tout cas en circuit fermé, et ça me paraît si procès il y a, si Nuremberg il y a, peut-être qu'il faut commencer par ça, Didier Raoult, je crois. Oui, puis vous savez, même les trucs, moi je vois même en plus, vous savez, il y a pas, les gens n'ont d'autant plus de certitudes qu'ils sont ignorants. Vous savez, c'est cohérent. Moi je vois, à l'Assemblée nationale, qui criait oui, randomiser. Et donc, j'ai publié un jour dans un journal où les gens disaient non, il faut des études randomisées. Une étude qui a été faite, les gens qui ont essayé de mettre la médecine en boîte, si vous voulez, c'est la Cochrane Library qui fait une analyse avec ses propres données, elle décide de ce qu'elle garde pas. Mais la Cochrane Library a fait une analyse. Est-ce qu'il y a une différence dans les résultats entre les études observationnelles et les études randomisées? La Cochrane Library, la réponse est non, il n'y en a pas. Donc il n'y a aucune évidence dans la littérature que les études randomisées soient supérieures aux études observationnelles. C'est pas vrai. C'est un mythe. Et c'est un mythe, bien entendu, qui est tenu par l'industrie pharmaceutique parce que, en réalité, les essais thérapeutiques, c'est pas du tout de la recherche, c'est du marketing. Toutes les études, il y a personne qui pense dans ce truc. Donc, quand vous dites à un type qui met son nom à la fin, il n'a pas pensé à l'étude, il n'a pas fait les matériels et méthodes, il n'a pas analysé, d'accord. Il n'a même pas écrit. On paie des black writers pour les écrire. Il n'a rien fait. C'est pas de la recherche. Ouais. Il faudrait sortir ça des études de recherche parce que les essais thérapeutiques financés par l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas de la recherche, c'est du marketing. Voilà, et c'est pas le marketing, effectivement, qui va nous servir à comprendre pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu et les dérives qu'il y a et qu'il y a eu encore. Merci Didier Raoult, je crois qu'on continuera d'en parler.